Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Berthierville, on se dote d'un plan d'aménagement jusqu'en 2050. À Amqui, le deuil se poursuit. À Saint-Félix-de-Valois, on découvre un squelette de beluga datant de la mer de Champlain. À Donnacona, une radio web pour l'école secondaire. À Saint-Angèle-de-Mérici, Richard Z. Sirois présente son livre « Le vinyle de l'insomniaque ». À Grande-Rivière, des beaux jeunes s'entraînent pour une bonne cause. À Gaspé, un grand Ripfest en juillet prochain. Et enfin, à Petite-Rivière-Saint-François, c'est la 30e édition du Massif Open. Bonne émission! Le Bulletin des régions est réalisé grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui vous proviendront de partout au Québec. À quoi ressemblera la ville de Berthierville dans 30 ans? C'est la question que la municipalité a posée à ses citoyens dans le cadre de l'élaboration de son plan d'aménagement Berthierville 2050. Un reportage de Daniel Yvon de CTRB. Premièrement, tu es content de l'assistance? Tu es content de voir les gens? Très heureux, très heureux. C'est au-delà de mes espérances. La salle était presque pleine. On avait plus que 100 places. OK, c'est bon. Ouais. Es-tu fier de ce qui a été présenté? Je suis très fier du travail qui a été fait depuis l'année passée. Depuis le début, quand on a commencé à imaginer comment on pourrait aménager le territoire. Les premières rencontres avec l'atelier urbain, déjà, on sentait qu'il y avait une belle chimie entre nous et eux et qu'ils comprenaient c'était quoi nos besoins puis où est-ce qu'on voulait un peu s'en aller avec notre projet d'aménagement. Je pense que la présentation aujourd'hui, ça reflète exactement, premièrement, la vision qu'on avait, mais ils ont été à l'écoute aussi des citoyens et des promoteurs. Donc, ils l'ont dit, ils ont été à l'écoute, ils ont pris des suggestions, ils ont pris ce qui se fait ailleurs aussi, parce que quand quelqu'un disait on devrait avoir tel type d'aménagement, bien, ils sont allés voir ailleurs, ils ont regardé ce qui se fait, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment novatrices, là. Il y a vraiment des éléments qui ne font pas partie de paysages qu'on connaît déjà au Québec. Donc, comme le dit tantôt Louis-Michel, c'est des choses qui pourraient être uniques, là. C'est une première au Québec. Donc, on a des éléments, même si on a un petit territoire, si on l'aménage comme il faut, ben, je pense que ça va devenir comme, disons, Une carte postale. Une carte postale, puis disons, un genre d'invitation aux gens à venir nous voir et dire, à Berthier, on pensait autrement. On pense autrement. Le thème, c'est Vision 2050. Oui. Comme tu as dit tantôt, je pense pas qu'il y en avait beaucoup qu'on va être là encore. Je ne penserais pas être encore à la mairie, mais c'est un beau leg que tu veux faire à la oui, ville. parce qu'il faut arrêter de se projeter juste de 4 ans en 4 ans d'une élection à l'autre. Il faut penser à ce qui s'en vient plus tard. Tu sais. Les gens qui ont bâti le territoire en 1700-1800, ben, eux autres, quand ils se sont établis, ils ont aménagé la rue Frontenac, ils ont aménagé le bord de l'eau et ils nous ont légué quand même quelque chose de superbe, tu sais, la rue Frontenac avec l'architecture et tout ça. Ben, il faut aussi penser à cette vision-là, puis il faut essayer de pas créer une disparité non plus entre, tu sais, l'image de Berthier avec les îles, avec l'eau, avec l'architecture, il faut essayer de garder ça un peu. Puis moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de recréer un peu des îlots de vie, de communauté, où les gens se connaissent, les gens s'établissent là, les familles, les personnes âgées, les personnes seules, mais tout le monde se côtoie dans un petit milieu. Tu peux aller chercher ta baguette de pain, tu peux aller au dépanneur à pied, en vélo, c'est sécuritaire. Les gens se connaissent, se surveillent un peu les enfants, ont un œil sur tout le monde, ont un œil sur le parc, sur la propreté, ça rend les gens fiers. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là. Toute la réglementation date de 1989-90. Donc là, on est en 2023. Puis là, on a une suggestion d'aménagement et là, il y a des zones qui sont délimitées
Et là, il faut écrire pour chaque zone qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut permettre. Autant l'industriel, le multilogement, les parcs, les quartiers, les espaces verts à aménager, les pistes cyclables. Donc, il faut quand même tout réécrire. Il y a quand même du travail. Là, ce soir, on prend encore des suggestions. Les gens vont dire, ben, tu sais, avez-vous vu telle affaire quelque part? Avez-vous pensé? Parce que il peut y avoir des choses qu'on a imaginées, mais que peut-être que techniquement, qu'on doit modifier. Bon, hein, puis des fois, tu sais, on est mieux à plusieurs à réfléchir puis à avoir les idées de tout le monde. Donc, on prend ça, on prend les idées. L'atelier urbain va retourner à la table puis va nous pondre quelque chose, disons, à partir des suggestions, en délimitant le zonage un peu, en nous suggérant. Puis après ça, ben nous, on va s'asseoir puis on va devoir réécrire. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, présentement, dans le multilogement, on travaille avec le règlement sur les usages conditionnels. Fait que ça demande beaucoup de travail au comité d'urbanisme. Ça demande beaucoup de travail aussi au conseil parce qu'on a souvent des demandes. Faut comme un peu étudier chaque projet qu'il y a présentement. Mais c'est quand même, je pense que c'est un travail qui est super intéressant. On sait que ça va avoir une valeur incroyable pour les années à venir. La première question que j'ai à vous poser, c'est que quand la Ville de Berthier vous a appelé ou que vous avez fait une proposition, comment vous vous êtes senti? On a été vraiment fascinés. Quand on arrive à Berthier, des fois, peut-être que les gens de Berthier ne s'en rendent pas compte, mais de l'histoire de Berthierville, avec les belles maisons sur le bord du fleuve, les beaux paysages sur les chenals, sur l'archipel aussi. Les terres agricoles qui sont encore en culture et on a été impressionnés du potentiel avec tous les terrains qui sont encore dans le territoire urbain, mais encore non développés. Donc, on a été impressionnés par le potentiel de développement aussi. Ce qu'on veut faire, c'est encadrer lorsqu'un développeur achète une ancienne maison dans un vieux secteur de Berthierville, par exemple, que le développement qu'il propose soit mieux intégré au contexte, qui respecte l'échelle des bâtiments voisins, qui ne crée pas d'ombre dans les cours voisines, que le nombre d'étages soit similaire à ce qu'on retrouve dans le quartier, puis que le redéveloppement, dans le fond, de ces vieilles maisons-là se fasse au bénéfice collectif, pas simplement pour le bénéfice de celui qui développe. Le redéveloppement urbain, là, depuis environ 2 ans, là, il y a plein de villes au Québec qui se grattent la tête puis se posent la question comment on va faire pour gérer le redéveloppement urbain, la densification. Parce que là, il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup de potentiel partout là, de redéveloppement. Puis les villes de partout au Québec se demandent comment on va le faire, comment on va permettre au développement de se poursuivre, mais de la bonne façon. Okay. Là, vous avez amené des choses innovantes, des quartiers plus verts. C'est vers vraiment ça qu'on s'en va. C'est qu'est-ce que les gens demandent, c'est qu'est-ce qui va faire que les gens vont revenir à Berthierville. Ce qui est le fun ici, avec la démarche qu'on a faite, c'est que il y a eu plusieurs ateliers. Il y a eu beaucoup d'ateliers avec des citoyens, des développeurs, avec le conseil municipal, avec plein d'acteurs. Puis on leur a demandé, on leur a dit, c'est quoi que vous voulez, c'est quoi qui ferait en sorte que vous... Puis entre autres... d'avoir un endroit paisible, un endroit harmonieux, ou à ramener des activités aussi à Berthierville pour qu'on puisse avoir des commerces de proximité, etc. C'est toutes des choses qui ont été nommées. Puis, effectivement, de mettre en valeur ces éléments-là et aussi le paysage magnifique de Berthierville puis le fleuve, bien ça, on considère que ça va aider justement à ramener peut-être plus de citoyens à Berthierville. Proposer sur les panneaux... si tout se développait, là, évidemment, ça ne se développera pas tout, mais si cette division-là elle se ferait au complet, on peut penser qu'il y ait à peu près presque 2000 nouveaux logements. 2000 nouveaux logements, presque 4000 personnes, 4 à 5000 qu'on pourrait parler. Tout ça se développait, puis ça ne se développera pas tout. Là. Il va y avoir des bouts qui vont se développer, puis d'autres non. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une population qui augmente beaucoup, mais pas jusqu'à doubler. Là, mais oui, on n'était pas dans une démarche où on imposait des idées. Les gens ont participé sans être en mode négatif. Ils étaient plus en mode constructif. Puis autant les développeurs qui veulent développer que les citoyens qui veulent maintenir les qualités qu'ils aiment actuellement. On réussit à trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on encadre le développement pour rassurer les citoyens actuels, mais on le permet par ailleurs pour rassurer les développeurs aussi. Donc, on trouve un équilibre là-dedans. Tout ça peut évoluer dans le temps. C'est pas figé, c'est un outil qui est fait pour évoluer, mais au moins, ça donne une direction à suivre.
Le deuil se poursuit à Amqui une semaine après le tragique événement et j'ai fait le point avec Émilie Chouinard, qui est la directrice de TVC Matapédia. Émilie Chouinard, bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment pourriez-vous qualifier l'état d'esprit des gens de Amqui une semaine après le drame? Bien, je dirais que la vie reprend son cours, hein. On sait que le temps, on peut pas l'arrêter, donc ça continue. Ouais. Je pense qu'avec la réouverture de la 132 qui a eu lieu vers le milieu de la semaine dernière, suite à l'enquête, tout ça, ça a comme ordonné un souffle, là, puis les gens ont repris la vie normale, je crois, là, dans la Matapédia. La 132 a été bloquée combien de jours chez vous? Presque 2 jours entiers. Ça a été libéré tard en soirée, le mardi soir, là, suite au drame de lundi après-midi. Maintenant, on sait que dans ces petites communautés-là, un tel drame touche beaucoup de gens. Quel esprit de solidarité s'en dégage, là? Parce qu'on a l'impression, peut-être à distance, mais que tout le monde est vraiment touché de près là, par ce drame chez vous. Comment ça a réagi une semaine après les événements? Tout le monde est touché de près ou de loin. On connaissait tous quelqu'un qui a été impliqué dans ce tragique événement. Je dirais qu'une semaine plus tard, il y a eu des très beaux gestes de solidarité matapédiens, même canadiens, qui ont été vus là, durant la semaine. La tour du CN a fermé ses lumières à Toronto. Oui. À 5 minutes au début de chaque heure. Ça a été très touchant. Un pont a été illuminé en mauve à Montréal aussi. Vous avez reçu la visite du premier ministre et de tous les chefs des partis politiques. Qu'est-ce que ça fait comme effet quand on accueille ce genre de visite-là après un drame? Ben, on était contents de les accueillir. On sentait qu'ils étaient là pour les bonnes raisons, qu'ils étaient là par solidarité pour montrer l'appui du gouvernement, que c'était pas pour faire du capital politique là, sur le dos de la population. On sentait qu'ils étaient vraiment là, qu'il n'y avait aucune partisanerie. Notre député du Parti québécois avec son chef, le premier ministre, les 2 autres chefs des partis étaient là. C'était impressionnant à voir, je vous dirais, parce que on n'a jamais vécu ça dans la Matapédia. C'est pas quelque chose de commun dans notre région de recevoir tout ce monde-là avec leur garde du corps. Ils étaient près d'une vingtaine là, de personnes arrivées en limousine. On a bloqué un tronçon de la 132 où les événements ont lieu pour que les gens puissent aller se recueillir. Puis le premier ministre est débarqué là, sur la 132, bain de foule. C'était très impressionnant, je vous dirais, parce que, vous le savez, hein, Martin, nous, on n'est pas tant équipés pour faire du direct live sur la télé. Donc, ici au bureau, on était 2 employés qui regardaient RDI en continu. Puis c'était fascinant de voir que on voyait notre équipe à la télé, tu sais, sur un canal. Oui, absolument, parce que la tragédie a fait en sorte que vous avez été presque le centre du monde médiatique là, pendant un certain temps. Alors, c'était de vous voir en direct sur RDI. Oui, ça fait quand même un certain effet. C'est irréel. C'est vraiment irréel. Puis, nous, on a des grandes vitrines devant la TVC, puis on a vu sur le boulevard où c'est arrivé. Donc, on faisait juste un pas de recul, puis on était comme, mon Dieu, ce qu'il y a à la télé en direct, c'est dans ma cour, là. Tu sais, c'est là, là. C'est complètement irréel. On dirait que j'ai l'impression que là, la poussière commence à retomber, mais pas retomber. Les médias, les grands médias sont partis parce que il y en avait de partout, là, de Québec, de Montréal. Il y a des chaînes anglophones qui étaient ici aussi. La presse écrite aussi, tout le monde était là. Donc là, ils sont partis. Maintenant, il reste que nous, notre petite communauté, nos peines. Il faut apprendre à se relever, je pense, de tout ça. Et comment pensez-vous que va se vivre le deuil maintenant qu'il est moins médiatisé? Ici, on est une communauté extrêmement serrée, la Matapédia. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Je pense que c'est la force, c'est ce qui fait qu'on va rebondir après ce tragique événement. C'est sûr que là, il y a des nouvelles qui sont tombées. Il y a une 3e victime qui a été annoncée. Et je pense qu'il y a encore des gens qui luttent là, contre la mort présentement également chez vous. Là. Oui. On a une dame là, qui est toujours aux soins intensifs à Québec aussi, là, qui est entre la vie et la mort. Puis on n'a pas tant de nouvelles de ce côté-là. Une 3e victime qui est tombée en début de semaine. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre. Là. Il y a des choses qui sortent dans les médias tranquillement, pas vite. L'enquête suit son cours.
Vendredi dernier, il y a eu une messe en solidarité là, où il y avait des centaines de personnes qui s'étaient réunies à l'église d'Amqui. Puis par la suite, la municipalité a invité tous les gens à aller au parc de la ville d'Amqui. Là, on a un gros parc en plein centre-ville. Oui. Puis on a fait une chaîne humaine avec tout le monde avait soit un lampion cellulaire allumé, une lampe de poche. C'est près de, je dirais, près de 600 personnes, 700 personnes qui se sont rassemblées pour faire toute la chaîne humaine, tout le tour du parc. C'est très touchant de voir que tout le monde se sent interpellé, tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut aider à consoler les gens qui sont plus touchés, je dirais. Oui. Il y a des belles marques de solidarité, il y a des campagnes de sociofinancement qui ont été amorcées pour la famille qui avait les petits-enfants, oui. Les parents et les grands-parents. Là, il y a 2 campagnes de sociofinancement qui circulent en ce moment. Donc, la communauté se ressoude suite à ces événements. Dites-moi, parfois, ce genre d'événement également provoque beaucoup d'insécurité. Est-ce que les gens ont recommencé à marcher sur la route? Les gens ont recommencé à marcher. Je crois que les gens ont plus conscience qu'ils sont putain... Tu sais, on pouvait pas s'imaginer qu'un drame comme ça pouvait arriver à Amqui. Ouais. Nous, je dirais, en tant que parents, moi, j'ai des enfants qui passent par là quand ils reviennent de l'école. Okay. Je tremble à tous les jours depuis lundi dernier. Je sais que ça réarrivera pas. Je sais que... Mais on a toujours le petit moment de « Oh mon Dieu, c'était pédagogique lundi. » Nous, lundi dernier, le 13 mars, donc il n'y avait pas d'enfants qui sortaient de l'école à cette heure-là. Et Dieu merci, parce que ça aurait pu être autrement tragique que ça l'a été, là. Ouais, bien, oui, les gens ont repris possession du centre-ville d'Amqui tranquillement. Je dirais, les gens, on a un recueillement, je pense, une pensée pour les victimes à chaque fois où on passe. J'ai l'impression que, tu sais, il y a encore pas des débris, mais des gestes, là, tu sais, des choses, on voit qu'il y a une rambarde. On voit qu'il est arrivé quelque chose. Il y a des fleurs d'accrocher un peu partout, des toutous sur les bancs. Fait que, tu sais, il reste que c'est encore très frais comme événement. La cicatrice est encore très vive. C'est ça. Le temps va arranger les choses, je crois. Émilie Chouinard, merci d'avoir été avec nous pour faire le point. Et puis, je pense qu'au nom de toutes les stations communautaires qui participent à l'initiative du Bulletin des régions, bien, je vous envoie d'abord nos sympathies, nos condoléances. Puis, je vous souhaite un bon retour aux choses. Merci. Merci à vous. C'était Émilie Chouinard, la directrice générale de TVC Matapédia. Jean-Pierre Gagnon de CTB TV à Saint-Gabriel de Brandon nous présente Félix, qui est un beluga fossilisé et qui a été découvert à Saint-Félix-de-Valois. Alors bonjour, c'est avec plaisir cet après-midi que je me retrouve avec le personnel de CTB TV pour venir vous raconter une histoire. C'est une très, très belle histoire qui a pris son origine au cours du mois de juillet 2021. Alors, je vous la raconte. C'est le 25 juillet 2001, en effectuant des travaux hydro-agricoles, une avicultrice de Saint-Félix-de-Valois découvre ce qui semblait être, à prime abord, des roches. Elle investigue, elle regarde, elle cherche pour savoir qu'est-ce que c'est dans sa tranchée. Et il s'avère que ce ne sont pas des roches, ça semble être plutôt être des os. Intriguée, notre avicultrice qui s'appelle Mme Monique Hainaut se questionne et elle apporte ses premiers os qu'elle a trouvés dans sa tranchée à la maison et commence à faire une démarche de recherche. Elle cherche, elle communique avec Communication Québec, elle communique avec différents ministères et personne ne sait trop quoi lui répondre. Et elle se doute qu'elle a quelque chose d'assez solide, elle a quelque chose d'inusité en main. Et on lui apporte des réponses comme on pense que c'est des os de vache ou c'est peut-être des os d'orignal, un orignal ou une vache qui est morte là. Mais Monique n'est pas satisfaite, elle continue.
Et à un moment donné, son beau-frère, qui travaille dans un ministère dont je ne me rappelle pas du nom à Québec, lui dit « Pourquoi tu ne communiquerais pas avec la Société de paléontologie du Québec, qui est à l'UQAM? » Ce qu'elle fait, communique avec la Société de paléontologie, et là, on lui dit écoute, on va peut-être dégager une équipe pour aller voir chez toi qu'est-ce qui se passe avec ça. » Et Monique a bien hâte. Le premier dimanche du mois d'août 2001, elle s'attend à voir arriver une ou deux voitures de scientifiques qui vont venir valider, voir ses os et venir voir sa découverte. Mais c'est un autobus qui arrive, une équipe de scientifiques de l'UQAM qui débarque chez elle un dimanche après-midi et qui vont voir le site. C'est évidemment, pour Monique, quand elle le raconte si bien. Elle dit « J'ai le trac parce que je me dis, oups, il y a un autobus de scientifiques qui arrive chez moi et je suis pas vraiment sûr. J'espère que ce n'est pas des os de vache ou des os d'orignaux parce que je vais avoir dérangé tout ce beau monde-là pour rien. » Et l'équipe commence à travailler, commence à investiguer et il s'avère assez rapidement que ce sont des os d'un beluga qui était enfoui là. Là, l'équipe commence à faire des travaux d'extraction, des travaux de récupération de ces ossements-là. Et les premiers résultats qu'on nous en apporte, c'est que ce serait un beluga qui est mort là il y a 10 700 ans, à l'époque où est-ce que la mer de Champlain avait ses limites dans les environs de Saint-Félix-de-Valois. C'est évidemment une grande découverte et les travaux d'extraction durent à peu près 1 mois. Ce dont je me souviens, c'est que le 23 août 2001, une entente est signée entre la Société de paléontologie et Mme Monique Hénault pour comment est-ce que vont se dérouler les travaux et qu'est-ce qui va se passer après avec le squelette fossilisé ensuite. À signaler, c'est que Mme Hénault, c'est un geste très généreux parce que Mme Hénault aurait pu dire, elle aurait pu vendre ça à des firmes privées ou des collectionneurs, un fossile d'une telle valeur, et elle a décidé d'en faire don à la Société de paléontologie du Québec. À l'époque, je ne veux pas oublier, c'est toujours dangereux quand on nomme des noms, mais à l'époque, les travaux sont dirigés par M. Serge Lebel, qui est de l'UQAM. Il y a un autre scientifique qui s'appelle aussi M. Gilbert Prichonnet. Toute cette équipe de scientifiques-là, jusqu'à la première semaine de septembre 2001, vont procéder à l'extraction des ossements de Félix. On l'a nommé Félix ensuite, le beluga. Évidemment, la première demeure de Félix va être l'UQAM, Société de paléontologie, amène Félix à l'UQAM pour l'exposer. Et là, évidemment, il y a l'émission Découverte, il y a même Québec Science, il y a les journaux régionaux, l'Action, l'Expression à l'époque, font grand bruit avec cette histoire-là parce que, évidemment, ça confirme les limites de la mer de Champlain. C'est quelque chose, évidemment, qui a comme chambardé la cartographie et tout ça. La première demeure de notre Félix va donc être l'UQAM, la Société de paléontologie à l'UQAM. Et ensuite, autour de 2007-2008, Félix déménage au Biodôme à Montréal, où il va rester jusqu'à temps que le Biodôme entame des travaux autour de 2016-2017. Et là, Félix va prendre la route du groupe de recherche sur l'éducation des mammifères marins à Tadoussac, où il est depuis. C'était un travail de grande envergure de tout faire ça. Et là, ça a eu des répercussions où est-ce que moi j'arrive en scène avec un auteur lanaudois qui s'appelle M. Louis Trudeau. C'est qu'en 2019, on rencontre Mme Monique Hénault et en ne voulant pas que cette belle histoire-là se perde, on lui a offert de faire un livre avec ça. Et le livre qui en a résulté s'appelle « L'Odyssée de Félix le Beluga », un livre d'à peu près 160 pages qui relate complètement, qui relate toute l'histoire à partir du 25 juillet 2001. Et le lancement du livre s'est fait le 25 septembre 2021, soit à peu près 20 ans, un petit peu plus que 20 ans après la découverte. Et ça nous a amené avec l'équipe,
c'est-à-dire le co-auteur et moi, avec Mme Monique Hainaut, avec M. Jean-Claude Duclos, que je dois nommer ici. Jean-Claude Duclos est toujours un paléontologue, archéologue, qui était président de la Société de paléontologie à l'époque, mais il s'est joint à nous dans l'aventure du livre aussi. Il a pu nous donner de la documentation. Et le photographe qui a tout documenté en images à partir de la découverte des travaux d'extraction et tout ça. M. Murray, depuis le 25 juillet 2001, allé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux événements qu'on a fait. On a fait des lancements, on a fait des conférences à 9 endroits dans la région, aller jusqu'à Tadoussac, l'île Verte. L'Odyssée de Félix le Beluga, qui est la collection Les richesses du parcours, qui a été édité par l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Ce livre-là est en vente à CTB TV au prix modique, toujours très modique, de 20 $ plus les frais d'expédition. Donc, ne vous gênez pas si vous pouvez vous procurer ce livre-là qui relate toute l'histoire de la découverte de ce squelette fossilisé de beluga le 25 juillet 2001. À l'école secondaire de Donnacona, dans Port-Neuf, on a inauguré une radio étudiante web. On vous présente un reportage de Danick Julien de CJSR. Yo la gang, bienvenue à la première émission de ESDO Radio. Je pense que pour ça, ça mérite quand même une main d'applaudissement. C'est pas bien. C'est ce mardi 14 mars dernier qu'a eu lieu le lancement officiel de ESDO Radio, la nouvelle radio web de l'école secondaire de Donnacona, propulsée par radiojeunesse.ca. C'est après avoir reçu une invitation de la part de Radio Jeunesse que Gabrielle Delisle, la technicienne en loisirs de l'école secondaire de Donnacona, a mis en marche le projet qui a attiré 11 jeunes, dont la plupart proviennent du niveau de secondaire 1. Salut Gabrielle, comment ça va? Allô? Hey, j'aurais quelques questions pour toi. Oui, vas-y. Parce qu'on sait quand même beaucoup de choses sur toi, mais il manque quelques infos. En fait, pourquoi toi t'as décidé de t'occuper de la vie étudiante? 2 émissions distinctes seront présentées chaque semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voici l'étudiante Daphné Lachance qui présente cette nouvelle grille horaire. Le mercredi, nous aurons une émission de la matinée endiablée. La matinée endiablée seront 2 équipes qui réaliseront cette émission en alternance une semaine sur 2. Premièrement, il y aura la gang à Rose qui feront des émissions avec des chroniques de voyage, d'environnement, de jeux et d'invités. La gang à Zoé, quant à eux, parleront de sport. On pourra écouter la mission de la matinée endiablée le mercredi de 8h15 à 8h45 et les rediffusions le samedi dimanche à 10h jusqu'à 10h30. Pour la playlist, on pourra les écouter le jeudi à 8h15 à 8h45. La playlist est une émission musicale avec Léane et Mégane. Les rediffusions seront le vendredi et le lundi à 16h15 jusqu'à 16h45. Pour nous écouter, vous pouvez aller sur la radiojeunesse.ca sous l'onglet Radio Web puis sélectionner l'école secondaire de Donnacona. Bonne écoute! La radio a été conçue de toutes pièces par les étudiants qui ont trouvé le nom, mais également le logo, avec l'aide de l'équipe de Radio Jeunesse. Jérémy Garcia nous le présente. On va commencer par les cornes. Donc, les cornes sont signe du diable, donc le logo de l'école. Le casque et le micro, c'est pour signifier la radio. C'est notre radio, c'est la radio web, donc le micro et le casque. ESDO, eh bien, c'est nous autres, c'est École secondaire de Donnacona. Et puis voilà, Donnacona, c'est le D en rouge dans le micro. Voici. Merci. Les équipements permettant la radiodiffusion, comme les micros par exemple, ont été fournis par radiojeunesse.ca qui souhaite permettre aux étudiants et étudiantes de faire entendre leur voix. Le projet a débuté à Gatineau et au fil des ans a permis à plusieurs autres radios de débuter leur activité partout au Québec. Voici Nathalie Bernard de Radio Jeunesse à ce sujet. Radio Jeunesse a sa propre antenne à Gatineau, Ottawa, et ce projet de radio web a permis d'ouvrir 14 radios à travers le Québec, ce qui fait que chaque mois, les jeunes vont se rencontrer pour faire une grande émission commune, rencontrer les personnalités, les artistes qu'ils désirent.
Et ici, à Donnacona, ils sont uniques, là. Ils commencent, donc c'est vraiment le début d'un grand projet. Pour Mme Bernard, les radios étudiantes aident à la relève dans le monde radiophonique. La voici à nouveau. Oui, parce que la radio sera toujours la radio. La radio, c'est simple, c'est accessible, c'est facile. On peut faire de la radio en 30 secondes, en direct dans une station, et c'est possible. Et la relève était moins présente. Et à Radio Jeunesse, on les débute à 10 ans. Là. Donc, à 9, 10, 11, 12, 13, ils font des camps de jour, ils font des camps d'été, ils font des semaines de relâche. On donne la formation, on les met beaucoup dans des contextes très ludiques et éducatifs. Donc, ils apprennent tout bonnement, ce qui fait que plusieurs de ces jeunes-là qui sont aujourd'hui dans les médias, déjà à 11-12 ans, ils avaient rencontré plein de vedettes, ils avaient rencontré le premier ministre, des députés. Donc, pour eux, c'est un beau bagage. Chaque année, de nouveaux étudiants pourront embarquer dans le projet de la radio ESDO. C'était Danick Julien pour CJSR. Marc Després de TV Métis s'entretient maintenant avec Richard Z. de Sirois, qui était de passage à Saint-Angèle-de-Mérici pour présenter son livre « Le vinyle de l'insomniaque ». Eh bien, Richard Z. Sirois, donc on se trouve à la Bibliothèque municipale de Saint-Angèle-de-Mérici, où aujourd'hui, vous avez donné une conférence. Oui, j'ai eu une belle invitation il y a quelques semaines de venir faire une conférence ici. Puis je suis content parce que ça tombe exactement, presque jour pour jour, le jour de la sortie de mon livre qui s'appelle « Le vinyle de l'insomniaque », qui est sorti le 6 mars l'année dernière. On est le 5 aujourd'hui, fait que c'était comme un petit clin d'œil pour souligner le premier anniversaire de ce livre, parce que ma passion dans la vie, c'est beaucoup la musique, le rock, et j'ai beaucoup de vinyles chez moi. Je me sers de ça pour la radio, puis je m'en suis servi pour écrire un livre. Et ce livre-là, on peut dire un grand merci à votre fils. Là. Oui, ce qui est arrivé, c'est que quand la pandémie est arrivée, bien sûr, il n'y avait plus de travail en radio, en télé, j'avais plus de contrat. Un moment donné, j'ai écrit un petit texte pour souligner la date anniversaire du décès de mon père. Ça faisait 3 ans que mon père était décédé. Mon garçon, qui avait 20 ans, me dit « Papa, c'est bon ce que tu as écrit sur mon grand-père. J'ai aimé ça. Tu as écrit des beaux textes, c'est touchant, émotif. » Puis là, je dis « Ouais, mais oui, j'ai aimé ça, c'est sûr. C'était mon père. J'ai écrit quelque chose de touchant. » Puis là, mon garçon me dit « Tu devrais écrire d'autres choses. » Puis là, je dis, je sais pas sur quoi écrire. Tu sais, j'étais comme ça, j'ai publié ça sur Facebook. T'sais. Il dit, écris sur ce que t'aimes. Puis là, ça a été un déclic instantané, écris sur ce que t'aimes. J'ai réalisé qu'autour de moi, j'aimais la musique, j'aimais le rock. J'ai fait 30, 40 ans de radio ou presque. J'ai rencontré plein de personnalités, j'ai vu plein de shows. Fait que je me suis mis à écrire une petite chronique par jour sur Facebook il y a 2 ans exactement. Puis ces chroniques-là, tranquillement, j'ai eu une offre d'un éditeur pour le publier en livre. Ensuite, j'ai eu une offre pour que ça devienne un show radio. Fait que juste à partir de ce que mon garçon m'a dit, écrit sur ce que t'aimes, ça a complètement changé ma vie par la suite. Il faut dire que vous avez une grande collection, là, au moins de 4000 vinyles. Oui, mais j'en ai à peu près 4000, mais c'est pas tout bon. Tu sais, je suis un peu comme un conservateur. C'est-à-dire que on m'en a donné beaucoup, j'en ramasse beaucoup. Et je me vois un peu comme un conservateur de musée. C'est-à-dire que ce que j'ai, c'est pas tout ce que j'écoute de jour en jour. Mais ça peut servir à la radio. Exemple, quand René Martel est décédé, c'est pas ce que j'écoute instinctivement, René Martel, en dépit du fait que je reconnais son immense talent. Quand elle est décédée, j'allais à la radio. J'avais un disque de René Martel chez moi en parfait état. Je m'en suis servi à la radio. Quand Mark Hamilton est décédé, Mark Hamilton est né proche de Matane. Quand il est décédé, un vendredi, j'allais à la radio encore une fois et j'avais ça chez moi. Donc, c'est un peu comme des outils pour moi, comme un menuisier a des marteaux puis des tournevis, puis il ne sert pas nécessairement sa scie électrique à chaque jour, mais il l'a au cas où. Et moi, quand j'ai écrit mon livre et quand j'écris mes chroniques, ou quand je travaille à la radio, j'ai beaucoup de choses qui peuvent servir, c'est ça, comme un outil de travail, dans le fait. Et comme outil de travail, vous avez eu à vous adapter en quelque sorte, parce que c'est beau vouloir écrire un livre. Donc, pour vous, là, vous n'êtes pas nécessairement très technologique. Là. Je suis zéro techno. Chez nous, j'ai des vieilles cartes d'hockey, j'ai des vieux appareils photo, j'ai des vinyles. J'ai écrit mon livre à un doigt sur mon téléphone cellulaire pendant 1 an, en tenant mon téléphone comme ça, coupé, copié, collé.
à 3-4 pages par jour. Et je faisais tellement pitié que j'ai une ex qui m'a envoyé un portable. La blonde de mon gars m'a envoyé une tablette, mais je continue à écrire sur mon cellulaire. C'est sûr que c'est long, à un doigt, à 3-4 heures par jour, mais au bout d'un an, ça a donné le livre que j'ai sorti, puis j'en suis très, très content, très fier. Il n'y a pas un mot que je changerais dans ce livre-là un an plus tard. Et même votre maison d'édition qui vous a envoyé un peu d'aide là, pour les premiers textes. Oui, bien tout à fait. C'est parce que je publiais depuis 2 mois une chronique par jour sur Facebook dans le groupe Le Vinyle de l'Insomniaque. Là, la maison d'édition me contacte. Le boss de la maison d'édition me dit il y a des employés au bureau qui lisent tes chroniques. Voudrais-tu faire un livre? As-tu déjà... J'ai jamais pensé faire un livre avec ça. J'avais 65 ans. Avoir voulu faire un livre, j'aurais fait avant. Mais là, il me dit, en tout cas, on est intéressé. Peux-tu nous envoyer tes textes? Et j'ai répondu, je ne sais pas comment. Mes textes étaient sur mon téléphone. Je ne savais pas comment... Les sortir de là? Comment les sortir de là pour y envoyer? Puis là, il me dit, oui, mais si tu perds ton téléphone, on n'a plus de contenu, on n'a plus rien. J'ai dit, oui, mais je sais comment envoyer un texte par jour à la papeterie au coin de chez nous. Je fais leur adresse email, tout ça. Mais tout envoyer mes textes sur mon téléphone, je ne sais pas comment. Et là, ils ont envoyé à Matane de Laval une employée, une éditrice qui est venue passer 2 jours complets chez nous pour récupérer tous mes textes qui étaient dans mon téléphone. Et même, vous êtes quand même débrouillard pareil, parce que vous preniez le temps de photocopier vos... Oui, bien, c'est parce que j'avais le même réflexe. Je me disais, si je perds mon téléphone, et un texte à la fois, je savais comment l'envoyer à la papeterie, en faisant l'adresse de la papeterie sur email, en prenant mon texte qui était dans ma section notes de mon téléphone, mais je ne savais pas comment tous les regrouper pour les envoyer. Alors, ils sont venus 2 jours chez moi pour récupérer tous les textes, évidemment, un peu avant la publication, là. Ouais. Et à ce moment-là, donc, est-ce que vous pensiez que cette belle aventure-là, de cette phrase peut-être anecdotine de votre fils, allait devenir cette belle aventure? Ben non, c'est impossible. Moi, quand je suis déménagé à Matane en septembre 2020, c'était la pandémie. J'avais dans ma tête, je m'en allais à Matane prendre ma retraite dans la maison de mon grand-père. Je pensais jamais, dans ma tête, ma vie professionnelle s'arrêtait là, puis c'était parfait. J'ai eu une belle carrière. Et là, la phrase de mon garçon qui dit « Écris sur ce que t'aimes », ça m'a valu un livre. Et pas juste ça, à cause de ça, le propriétaire des stations de radio Arsenal Média, qui était dans mon groupe, le Vinyle de l'Insomniaque, m'a, lui, de son côté, offert un show radio à partir de vinyle aussi. Fait que ça a tout déboulé, des choses vraiment imprévues à partir d'une phrase qui change ta vie quand mon garçon m'a dit « Écris sur ce que t'aimes ». Et bon, ce fameux livre-là, faut d'abord dire, c'est pas une encyclopédie du rock, là, c'est des choses que vous aimez. Là. Oui, bien, c'est parce que en ce moment, en 2023, si tu veux avoir la carrière, la vie professionnelle, la vie intime de quiconque, en 3 clics sur Internet, je fais YouTube, vie personnelle, vie intime, chum, blonde, blablabla, discographie, j'ai tout ça. Fait que il n'y a plus rien que tu peux ajouter dans un livre. La seule façon de créer un intérêt, c'est jumeler la musique que j'ai écoutée depuis que je suis adolescent à des souvenirs. Fait que tout au long du livre, des fois, des souvenirs me rappelaient la musique que j'écoutais à ce moment-là, ou des fois, c'était l'inverse. J'écoutais un vinyle. Excuse-moi. J'écoutais un vinyle, puis ça me rappelait une anecdote personnelle. Fait qu'exemple, mon premier French Kiss sur Oh Darling des Beatles, que je raconte, ma première peine d'amour sur un album de Supertramp, sur le fait que la sœur de ma blonde de l'époque sortait avec un gars d'harmonium, tu sais. Fait que j'ai tout jumelé ça pour parler d'un vinyle et toujours avec un aspect de ma vie personnelle ou carrière ou autre. Ça semble avoir plu à votre public, puisque, bon, sur 7000 livres publiés, il y en a déjà un bon 5000 qui ont trouvé preneur. Oui, bien, c'est, tu sais, un succès au Québec dans les livres, c'est entre 3000 et 5000 copies à peu près. Moi, je viens de dépasser 5000. Il doit en rester 1400 quelques à vendre. Je suis très content de ça. C'est sûr qu'à l'occasion, il y a quelque chose qui se vend à 200 000 copies, mais la grande moyenne des livres, c'est à peu près entre 3 000 et 5 000. Fait que moi, ça me suffit amplement. Ça a été très amusant à faire. Et j'assume complètement d'être rendu à peu près à 5 000. Et à ce moment-là, bon, pour vous, est-ce qu'il pourrait y avoir une deuxième édition éventuellement? Bien, j'ai d'autres textes en réserve. Est-ce que la maison d'édition, c'est sûr que c'est juste à la limite d'être rentable pour une maison d'édition. Je n'ai pas encore de texte pour en faire un deuxième. Ça avance tranquillement, mais si ça ne devient pas une deuxième édition, c'est pas grave. J'aurais au moins fait ça dans ma vie, d'écrire un livre, ce que je ne pensais jamais faire avant. Et le tout à partir d'une passion que vous aviez déjà en plus. Ben oui, parce que je fais en 2023 ce que je voulais faire au début de Rock et Belles Oreilles. C'est-à-dire Rock et Belles Oreilles, en 1981, c'était une émission de radio sur le rock.
s'il y a le mot rock dans Rock et Belles Oreilles, c'est parce qu'on parlait de musique d'abord et avant tout. Quand j'ai rencontré Guy, on écoutait les mêmes disques, la même musique, on allait voir les mêmes shows. On a commencé à se parler à l'université en fonction de la musique. Le premier titre de notre show radio, c'était le rock de A à Z avec Guy Lepage, Richard Z. Sirois, d'où le A et le Z dans nos noms pour faire de A à Z. Puis il y a trop d'affaires de A à Z. C'est devenu Rock et Belles Oreilles, mais le Rock et Belles Oreilles faisait référence à une bande dessinée qui s'appelait Rock et Belles Oreilles à l'époque. Et il y avait le mot rock dans le titre. C'est juste pour ça que l'émission... Mais d'une émission de radio sur la musique, c'est devenu ce qu'on a connu par la suite. Mais je fais aujourd'hui ce que je voulais faire en 1981. C'est un peu bizarre d'avoir fait tout ce détour-là dans la vie pour revenir au point de départ. Et en plus de ça, je viens vivre dans la maison où je suis né. Fait que... Et on trouve votre page sous quel nom à ce moment-là? Le vinyle de l'Insomniaque. Oui. Puis le livre, aux dernières nouvelles, il est à peu près partout encore. Là. Il n'y aura pas une autre édition, mais il doit en avoir à peu près 1400 disponibles dans les librairies du Québec. Donc, si on va essayer de mettre la main dessus, on le fait maintenant. Oui, parce que, exemple, j'étais à Matane hier, mais il en reste 4 copies. Fait que, il y en avait chez Audition Musique Rimouski, il y en avait à librairie L'Alphabet Rimouski, dans les Archambault, les Renaud-Bré, mais tranquillement, ça approche de la fin. Mais il y en a encore. Donc, faisons vite. Dépêchez-vous. Le vinyle de l'Insomniaque. Et des conférences comme aujourd'hui, est-ce que vous en faites plusieurs? Oui, j'en ai plusieurs à venir. 1er avril, une librairie 100% musique à Montréal qui s'appelle Résonance. Le soir du 1er avril, avec la gang de Famille Rock, Géo Giguère, Pop Rock. J'ai signature, je fais le Salon du livre d'Edmondson au Nouveau-Brunswick tous les jours à la fin avril. À Joliette chez Villeneuve Audio Vidéo. Tu sais, c'est à la pièce. Des fois, ça s'ajoute. Des fois, je suis invité. Des fois, je m'invite. C'est vraiment à la pièce comme ça. J'en ai pas mal à venir. Là. Et si quelqu'un veut vous inviter, on fait comment? Me contacter sur Facebook. Je suis sur Facebook, puis juste à m'écrire, puis on essaie de voir comment... Tu sais, des fois, c'est pas évident. À cause des distances, les déplacements sont à mes frais. Fait que, des fois, je me dis, pourquoi tu viens pas à Carleton? Pourquoi tu viens pas en Abitibi? Pourquoi tu viens pas... J'ai eu 3 invitations aujourd'hui, mais... Tu sais, aller en Abitibi, de Matane, premièrement, je fais de la radio la semaine. En même temps, il y a l'essence, il y a les déplacements, l'hébergement. Tu sais, j'essaie juste, au moins, si on arrive à payer les dépenses, tu sais, je ne veux pas faire d'argent avec ça. Quand j'arrive à payer mes dépenses, c'est correct. Donc, on invite les gens qui veulent vous accueillir à entrer en contact avec vous. Je suis facile à trouver. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En mai prochain, 38 étudiants de l'École secondaire de Grande-Rivière participeront au défi Pierre Lavoie et Jean-Denis Laperrière de TVC-GR les a rencontrés pour savoir qu'est-ce qui les motive à se préparer pour cet événement. Les 13 et 14 mai prochains, 38 étudiants de l'École secondaire du Littoral participeront à la course du Grand défi Pierre Lavoie. Je suis allé à la rencontre de 8 étudiants pour savoir ce qui les motive à faire cet événement. C'est quoi le but du Grand défi Pierre Lavoie? C'est une course de 270 km entre Québec et Montréal. Puis pour y parvenir, on s'entraîne 2 fois par semaine, beau temps, mauvais temps. On aime ça à l'automne, puis au printemps des fois. Au printemps, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'eau. À l'hiver, il fait froid, c'est souvent dur d'y aller. La motivation n'est pas toujours là, mais c'est ça. On attend de faire le défi depuis secondaire 1, mais on a juste la possibilité de le faire cette année à partir de secondaire 4, donc on est très contente. Pour aller faire ce défi-là, ça prend des motivations. Quelles sont-elles? Bien, dans le fond, il y a surtout améliorer sa condition physique parce qu'on court, comme mon ami l'a dit, 2 fois par semaine. Avoir des meilleures habitudes et surtout se dépasser en faisant le défi Pierre Lavoie. Le fait de devoir vous entraîner l'hiver, vu que ça doit être plus dur sûrement, rendu au défi, est-ce que ça devient ça devient plus facile à faire? Bien, c'est certain que pour courir l'hiver 2 fois par semaine, ça prend beaucoup, il faut être persévérant, puis ça prend de la motivation. Fait que ça nous prépare. Le défi Pierre Lavoie, c'est un grand défi, c'est très dur, fait que ça nous prépare pour ça, c'est certain. Quels sont les impacts de pouvoir participer au défi? Bien, c'est sûr, c'est vraiment le fun parce que ça nous crée comme une grosse famille, on est tous ensemble.
Puis c'est sûr que de s'entraîner 2 fois par semaine, ça nous rapproche plus. Puis dans l'autobus, secondaire 1, secondaire 5, on est tout ensemble. Fait que ça fait que ça nous crée une grosse famille. Puis moi, je suis en secondaire 1, fait que je peux connaître du monde de secondaire 2, 3, 4, 5 grâce aux défis. Donc, participer au défi, ça doit pas être gratuit non plus. C'est quoi combien que ça coûte pour aller là? Ben, cette année, le défi, ça nous coûte 35 000 ce qui est 10 000 de plus qu'en 2019, la dernière fois que l'école a participé. Pour ça, on a ramassé beaucoup d'argent. Il y a des commanditeurs qui nous aident beaucoup. On a aussi vendu du chocolat à l'automne. Puis bientôt, on organise un souper spaghetti, donc le 25 mars. C'est de 4h30 à 8h. Tout le monde est le bienvenu. On vend des billets, nous, les élèves. Sinon, le soir même, il va y avoir des billets disponibles à l'entrée. Il va aussi y avoir, durant la soirée, une animation du Parlement étudiant et un tirage. Puis, vous allez faire aussi une simulation de course. Oui. Le 15 avril, on fait une simulation de course. Fait qu'on va faire une dizaine de relais de 1,5 km toute la journée. Puis, ils vont aussi organiser des activités pour faire bouger la communauté. Puis, il va y avoir des informations qui vont vous être données dans les semaines plus tard. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres, le défi? Bien, le défi, c'est important pour nous. C'est une activité qui est quand même assez unique. C'est pas dans toutes les écoles qu'on peut avoir ça. Les élèves du primaire ont hâte de venir à l'école pour faire le grand défi. Ça nous permet de rayonner à travers le Québec. On a fait des podiums les dernières années. On est capable de rayonner. Fait que c'est important pour nous pour ça. Il y en a d'entre vous autres qui ont commencé dès la 6e année à participer au club de course? Oui, effectivement, on a eu cette chance. Fait que dans le fond, depuis la 6e année, on participe au club de course. On a eu la chance, dans le fond, de participer une fois au Grand Défi Pierre-Lavoie. À cause de la pandémie, il n'y en a pas eu. Mais malgré ça, on a continué à rester dans le club de course pour s'améliorer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter? Oui, bien, pour terminer, merci à tout le monde qui nous a encouragés et on vous invite à continuer en nous aidant dans les activités qu'on organise. En juillet prochain, à Gaspé, on vous proposera un nouvel événement, le RIPFest gaspésien. Et Télé-Gaspé a enquêté là-dessus. Ouais, moi, c'est Danny Blanchette du Club Lyon de Gaspé, organisateur du RIPFest gaspésien, de la première édition du RIPFest gaspésien. Alors pourquoi avoir choisi un RIPFest dans les événements qu'on aurait pu créer? Pourquoi avoir choisi spécifiquement un RIPFest? Depuis 2019 que cette idée-là a commencé à germer dans ma tête. J'avais été approché par un groupe de ribbers, de maîtres du grill, ou qu'on peut appeler comme ça. Et ça avait germé, avec ce qui est arrivé en mars 2020, le projet a comme un peu tombé à l'eau pendant quelques années. Pour être revenu, c'est un événement familial, c'est un événement où on sait, la nourriture attire les foules, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre région. Donc, c'est un peu tout ça. On voulait quelque chose de rassembleur et en même temps quelque chose pour pouvoir redonner à la communauté, parce que c'est le but de l'événement. Alors, je sais que la programmation, elle sort petit à petit, mais à quoi les gens pourraient s'attendre lors de cet événement? Bon, premièrement, l'événement est gratuit. Donc, l'entrée sur le site, ça coûte rien. Bien sûr, on va accepter les dons des gens, bien sûr, et on va s'attendre, bien manger, hein, tout ce qui est barbecue, côte levée, poulet, porc effiloché et compagnie.
les ribbers sont là exactement pour ça. Il va y avoir d'autres choses aussi, d'autres kiosques sur place au niveau de nourriture. On va avoir, espérons-le, des microbrasseries bien sûr, qui vont être là. On va avoir une zone familiale, donc une zone avec jeux gonflables, peut-être maquillage, un peu de tout. Là, on est en train de tout fignoler ça. On va avoir aussi de la musique le jour, le soir, puis un peu de tout. La variété au niveau musical, des artistes locaux, des nouveaux artistes qu'on n'a peut-être pas entendus à Gaspé, un peu de tout. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà assisté à des événements de ce genre-là ailleurs au Canada, aux États-Unis? J'ai déjà assisté au Québec. C'est un événement qui est quand même... Il y a différentes façons de faire. La majorité des événements du genre au Canada sont organisés par des clubs Rotary. D'où vient l'idée de la personne qui m'avait contacté par rapport au Club Lyon de trouver un organisme qui était capable de mener ça à bien, parce qu'eux, ils veulent pas s'impliquer s'il n'y a pas quelque chose qui est redonné à la communauté. Donc, c'est d'un peu le but. Les clubs Rotary, dans certains autres endroits, ça peut être, bon, comme je disais, des clubs Lyon ou un autre organisme, que ce soit des fondations, Rêve d'enfants ou dans ce style-là. D'accord. Alors justement, on parle de redistribuer l'argent des dons ramassés. De quelle façon est-ce que vous allez procéder? En plusieurs étapes, mais bon, une étape qui est sûre pour l'instant, c'est que 100% des dons qui vont être ramassés durant la fin de semaine. Donc, on va avoir des genres de barils de dons où les gens vont pouvoir donner une contribution volontaire pour venir au RibFest. Et tout cet argent-là, 100% des dons ramassés durant cette fin de semaine-là vont être redonnés à la communauté. Comme je disais, ça coûte rien pour entrer, c'est 100% bénévolat, donc personne de payé dans notre équipe ou quoi que ce soit. On va inviter des organismes ou des clubs ou des choses comme ça pour pouvoir aller chercher des bénévoles et on va redonner à ces organismes-là. Je veux pas en nommer parce qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais on peut parler de clubs sportifs ou d'organismes communautaires qui veulent venir nous donner un coup de main. Puis on va pouvoir, en plus, les aider, eux, en nous aidant, nous, avec des bras, parce que c'est de l'huile de bras qu'on va avoir besoin durant la fin de semaine. Justement, j'ai vu sur votre page Facebook, vous avez lancé un appel pour trouver des bénévoles. Est-ce que vous avez réussi à trouver votre nombre de gens ou vous êtes toujours à la recherche? On est toujours à la recherche. On a quand même eu beaucoup de noms qui se sont ajoutés. Il reste comme je disais, des groupes de gens à confirmer l'implication et dans quel domaine on va les avoir besoin. On est dans les dernières semaines, on est allé chercher au niveau commanditaire. Donc, on a besoin des sous, bien sûr, des différentes entreprises ou des institutions qu'on a en place. Fait que ça, c'est notre but principal depuis quelques semaines. Ça avance très bien, mais il reste encore là. La prochaine étape, c'est du côté bénévolat. Puis après ça, on va aller du côté kiosque. D'accord. Alors pour terminer, est-ce que tu voudrais nous donner des détails de quand est-ce que ça va avoir lieu, où exactement? Ben, ça va être le 21, 22 et 23 juillet prochain, donc 2023. Ça va avoir lieu à la halte routière de Gaspé. C'est un RibFest gaspésien, donc c'est toute la Gaspésie qui est invitée. Et outre, donc, il va y avoir des gens d'un peu partout qui vont venir. Les ribbers, donc les fameux maîtres du grill qui vont venir, viennent de partout au Canada. Donc, attendez-vous à quelque chose de très, très bien. De la musique, du manger et des boissons rafraîchissantes. Je pense qu'on peut pas demander rien de mieux. Allez, une dernière question. C'est pour toi, et préfères-tu porc effiloché, poulet barbecue ou côte levée? La côte levée est quand même dans mon top au niveau... c'est sûr que c'est moins bon pour la ligne, mais mon Dieu que ça va être bon au goût. Puis il va y avoir une compétition. Hein. Faut pas oublier que durant la fin de semaine, les 4 ribbers qui sont là font une compétition un peu amicale et on va avoir des juges invités d'honneur qui vont voter pour meilleure sauce, meilleur poulet, meilleure côte levée. Fait que ça va être un événement qui va être quand même le fun aussi durant la fin de semaine. Ben, merci beaucoup, Danny, pour ces précisions. Et puis, en tout cas, on s'en reparlera sûrement un peu plus tard pour élaborer un peu plus sur la programmation. Merci. Bon, ben, parfait. Merci à toi.
Une fois n'est pas coutume, alors je vous présente un reportage que j'ai réalisé pour TVCO. J'ai rencontré Isabelle Vallée du Massif de Charlevoix pour parler du Massif Open qui aura lieu le 25 mars prochain. Isabelle Vallée, je vous remercie de nous accueillir dans votre bureau aujourd'hui. Quel bureau, n'est-ce pas? Pour parler du Massif Open. Oui, exact. 30e édition du Massif Open cette année. Dites-moi, qu'est-ce qui est particulier dans le Massif Open? C'est quoi comme événement? Parce que c'est pas une compétition de haut niveau, de haut calibre. Là. Exact. Le Massif Open, on l'a dit, c'est un Open. Ça veut dire que c'est à la base un défi amical. C'est un défi un défi sportif qui réunit des gens de tous les niveaux et de toutes les habiletés. De toutes les disciplines aussi, dans une espèce de course amicale dans laquelle il y a des obstacles ou des épreuves. Au fil des ans, cette épreuve-là a changé. Comment on va faire ça cette année? C'est très spécial. Alors, on conjugue 3 disciplines cette année. On débute dans une portion de bosse, on poursuit avec du ski-ballet et on termine avec du free-ski. Alors, c'est la conjugaison de 3 disciplines et il n'est pas nécessaire d'être un expert, au contraire. Mais est-ce qu'on doit pratiquer les 3 disciplines? Pas du tout. On fait du mieux de nos capacités. Mais, mais là, vous êtes en train de ressusciter le ski-ballet comme tel. Entre autres. Parlez-nous un peu de cette discipline. Écoutez, j'ai très peu d'expertise en ski-ballet. Chose certaine, tout est dans l'artistique. Hein? Puis l'idée d'introduire le ski-ballet dans cette course amicale, ce défi amical-là, parce qu'il n'est pas chronométré, c'est justement de jouer non seulement sur la qualité de skieur ou de planchiste, mais vraiment d'y aller avec les aptitudes et l'attitude dans le parcours. Et la 3e discipline, c'est? C'est le free ski. Alors, c'est vraiment un bout où est-ce qu'on y va, à la soie, tiens. Historiquement, donc, le Massif Open, c'est une fête à laquelle les skieurs sont conviés. Également. Donc, c'est un rendez-vous festif. Et de tous les temps, il y a eu de nombreux souvenirs qui planent au-dessus de la montagne avec le Massif Open. Alors, cette année, la portion festive, elle est du sommet à la base de la montagne. C'est-à-dire que non seulement il y aura le défi amical dans la piste La Cabaret, mais il y aura également, la montagne sera animée du sommet à la base. Alors, on a à la base, à la terrasse de la base de la montagne, un chansonnier. Parce que la compétition, il faut le dire, se tient dans la piste La Cabaret, exactement, qui est au bas de la montagne. Exactement. OK. Alors, il y aura une terrasse animée avec chansonnier, Julien Bellumeur. Il y aura également au sommet de la montagne en après-ski, Valère, qui est quand même un groupe qui est bien connu et qui est reconnu pour faire danser les foules ici au Massif. Mais il y a aussi l'ambiance de la buvette de montagne, celle du Camboul. Ça, c'est une nouveauté cette année sur la montagne. Exactement. Donc, cette année, on parle des avant-après-ski. Alors, ça a lieu à compter de 2 heures et c'est animé par un chansonnier. Donc, c'est un happening qui se tient sur la terrasse du Camboul. Et évidemment, il y a barbecue, vin chaud, mais aussi animation musicale. Alors, ça fait partie des nombreux environnements musicaux qui seront offerts cette journée-là. Est-ce qu'on invite les gens à s'habiller d'époque? Ah bien, certainement. Alors, on vous verra à l'habiller d'époque aussi de votre côté. Certainement. Tradition le veut. Oui. On se déguise au Massif Open. Cette année, on célèbre la 30e édition. Alors, en fait, la 30e année, je devrais dire, du Massif Open. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est d'inviter les gens à s'habiller vintage pour l'occasion, donc rétro. Donc apporter des couleurs fluo, à mettre les vêtements des parents, des oncles, des tantes, des gens qui ont participé à des compétitions d'époque. Donc pour bien sûr faire revivre un peu d'histoire et participer à l'histoire de la montagne. Donc pour ceux qui veulent participer à cette fête du printemps, parce que c'est également ça, tout à fait. On rappelle les coordonnées et comment on fait pour participer. Bien, c'est très simple. Alors, pour s'inscrire, on se présente au pub Le Grand-Duc pour s'inscrire au défi amical dans la Cabaret. On se présente le matin au Grand-Duc le matin même. Le 25 mars. Exactement. Oui. On s'inscrit donc là. Et sinon, toute l'animation de la montagne est gratuite tout au long de la journée. Alors, c'est aussi simple que ça, mais le prix d'entrée, l'habillement rétro. Isabelle Vallée, merci beaucoup et bon Massif Open. C'est un grand plaisir. On a bien hâte de retrouver tous les gens de la région pour célébrer avec nous.
Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe, je vous dis à la prochaine.